Bonjour et bienvenue sur C+, la chaîne où on s'intéresse à la vulgarisation scientifique sur Internet. Aujourd'hui, on parle d'une des premières étapes de la création de la vulgarisation, à savoir de comment faire ses recherches. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de la philosophie en quelque sorte que j'emploie quand je fais mes recherches, et aujourd'hui, on entre vraiment dans du concret où je vous montre les outils que j'utilise. Alors, avant de commencer, deux petites notes. Premièrement, mes outils ne sont pas les seuls, ni forcément les meilleurs, je vous présente ma méthode à moi. N'hésitez pas à partager vos outils en commentaire, je suis toujours friande d'améliorer mon processus. Deuxième chose, je viens du monde de la recherche académique, mes techniques sont donc pas mal ancrées dans le processus de recherche scientifique, donc n'hésitez pas aussi à aller voir comment des journalistes et d'autres vulgarisateurs, vulgarisatrices travaillent, vous aurez vraiment des processus différents. Mais donc soyez conscients que ma façon de faire requiert de savoir et de pouvoir lire des articles de recherche. Voilà, maintenant que j'ai fait partir tout le monde avec mes petites notes, entrons dans le vif du sujet. Première chose, si je suis en étape de défrichage, c'est-à-dire que je connais pas vraiment le sujet, je découvre le thème, donc ce serait un petit peu intense d'aller directement dans les articles scientifiques, je vais regarder des ressources comme SciShow sur YouTube ou Wikipédia. Et souvent, dans les deux cas, il y a des ressources en description. Là, vous voyez sur SciShow, il y a toujours des sources ici. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait un point de départ. Ou sur Wikipédia, si je prends l'article de l'IMC, je vais avoir des articles ici qui me permettent d'avoir un petit point de départ. Donc ça, c'est vraiment si je connais pas du tout mon sujet, que je veux partir de quelque chose. Si je sais déjà un peu ce que je veux, là, je regarde pas vraiment ce qui a été fait en vulgarisation à cette étape-là. Je vais direct dans la littérature scientifique. Dès qu'il s'agit d'articles scientifiques, là, j'utilise Google Scholar, qui est le Google des chercheurs, on va dire. Alors, il y a d'autres moteurs de recherche pour les articles, mais souvent, c'est des moteurs de recherche qui sont spécialisés pour le médical, l'ingénierie, etc. Là, avec Scholar, et vu la diversité des sujets que j'aborde, franchement, c'est parfait. Et puis, soit dit en passant, quand j'étais en recherche, j'utilisais que Scholar aussi. Mais bon, bref. Donc là, je regarde des articles qui seraient à propos de l'IMC, donc BMI en anglais. Et puis, je vais l'ouvrir et puis regarder à peu près le titre, éventuellement l'abstract, voir si ça correspond à ce que je cherche. Et je vais me faire un petit pactole d'articles, entre 2 et 6 articles, disons. Ça dépend vraiment des sujets et de la quantité de littérature qu'il y a là-dessus. Et souvent, les articles ne sont pas en accès libre, ça veut dire qu'il faut un peu ruser pour y avoir accès, mettons. Et la ruse la plus simple consiste à mettre le titre directement de l'article que l'on cherche dans Google Scholar et puis à essayer de trouver ici les PDF qui sont indiqués sur le côté. Mais parfois ça marche pas, puis là il faut faire appel à une autre ruse que je n'expliquerai pas ici parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait une vidéo dédiée là-dessus, mais un ou une d'entre vous a signalé cette vidéo et je me la suis fait supprimer par YouTube. Donc je ne retente pas l'expérience, mais vu que je sais que vous êtes nombreux à connaître cette ruse, indiquez-la en commentaire. Bref, une fois que j'ai fait ma petite sélection, je récupère les PDF et je les importe dans mon gestionnaire de citations. Ce gestionnaire de citations-là, c'est ce que j'utilisais quand je faisais de la recherche. Et au début, quand j'ai commencé en vulgarisation, je sais pas pourquoi, je n'ai pas utilisé cet outil-là. Je rangeais simplement mes fichiers dans des dossiers. Et puis, c'est tout, il n'y avait aucun gestionnaire. Et puis, je me suis remise à utiliser un gestionnaire de citation il y a quelques années pour la vulgarisation. Et je ne reviendrai plus en arrière maintenant. Alors, pourquoi? En fait, un gestionnaire de citation, c'est là pour que tous les PDF, toutes mes sources soient regroupées. Donc, je peux facilement revenir à mes sources, même a posteriori, ce qui est super précieux pour moi. Je peux aussi faire une recherche, donc à l'intérieur des PDF. Par exemple... je sais que y a un truc sur... donc là, je suis dans le dossier de l'IMC. Et donc, je sais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant entre la spécificité et bref, sur ce sujet-là. Et donc, pour retrouver un article qui parlait vraiment de la spécificité de l'IMC, ben, je pourrais revenir facilement sur l'article qui en parlait. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est, vous voyez, je l'ai fait assez rapidement, c'est que je peux ouvrir un PDF à l'intérieur même du logiciel et je peux venir l'annoter. Donc là, vous voyez, j'avais surligné déjà les passages qui m'intéressaient. Ce qui fait que quand je reviens, si jamais c'est un sujet que je veux réaborder dans un autre contexte, ben, je reviens sur ma recherche, et ben, j'ai déjà tout de surligné, donc je pars pas de zéro quand je suis en train de retravailler quelque chose. Donc pour moi, annoter les PDF, c'est vraiment important. Et enfin, la dernière chose que j'apprécie beaucoup avec un gestionnaire de citation, c'est que quand j'ai fini ma vidéo ou mon script, c'est que je sélectionne toutes les citations que j'ai, toutes mes ressources, et puis je copie toutes les références et je peux les mettre à la fin de la vidéo.
Donc, si je colle ensuite toutes mes références, ça donne, j'ai toutes mes références ici. Donc, quelqu'un qui voudrait savoir d'où je tiens mes informations a accès à toute ma bibliographie. Donc, c'est aussi un critère assez important pour moi. Alors, évidemment, tout ce que je viens de vous lister, ça peut se faire en dehors d'un gestionnaire, mais le fait que tout soit là, tout soit regroupé, c'est pratique, et donc c'est pour ça que je l'utilise. J'aurais du mal à vous conseiller un logiciel plus qu'un autre. Dans ma vie, j'en ai utilisé que 2. J'ai utilisé EndNote, que j'ai pas aimé, je me souviens plus pourquoi, c'est il y a longtemps, et qui était payant. Et cette actuelle-là, qui est Mendeley, que je ne recommande pas. Non plus, parce que en fait, j'utilise parce qu'il est gratuit, que j'ai fait toute ma maîtrise, mon doc, mon livre, donc j'ai l'habitude de ce logiciel-là. Il me permet d'annoter les PDF directement dans le logiciel, ce qui est honnêtement la raison principale de mon utilisation de ce logiciel-là. Mais quand je l'ai choisi, j'ignorais que ce logiciel était développé par Elsevier, qui n'est pas une compagnie que je porte très haut dans mon cœur. C'est un logiciel qui est hyper fermé, ça marche mal en multiplateforme, la collaboration est pas pratique, même très difficile. Donc je conseille pas ce logiciel par principe, mais je l'utilise quand même. Incohérence quand tu nous tiens. Donc n'hésitez pas à conseiller vos propres gestionnaires de citations en commentaire en précisant quels sont leurs avantages et leurs inconvénients également. Et donc une fois que j'ai importé tous mes PDF dans mon gestionnaire de citations, c'est là que je commence vraiment mes lectures. Alors j'ai déjà expliqué comment je lisais un article scientifique et comment je pense que la plupart des gens lisent un article scientifique dans une précédente vidéo. Donc grosso modo, je vais lire l'introduction pour avoir un petit peu savoir quel est le consensus scientifique et si tout le monde raconte à peu près la même chose. Et quand je vois un point intéressant dans l'introduction, par exemple ici, ça m'intéressait, je vais pouvoir aller voir les références qui sont notées ici. Donc là, 1, 2, je me réfère à la fin de l'article et je vais voir, ok, je vais aller chercher peut-être cette référence-là et cette référence-là pour avoir un petit peu plus de détails. Je copie-colle le titre, je retourne dans Google Scholar et puis je tape ici, puis j'essaie de trouver l'article, j'importe le PDF, je le mets dans mon gestionnaire de citation et on recommence le processus. Donc là où il faut faire attention quand on commence à faire ce genre de choses, c'est qu'on est vite amené à trop lire. Il faut arriver à se limiter et à aller voir uniquement les références qui sont les plus pertinentes. Et c'est toujours difficile de savoir lesquelles sont les plus pertinentes, évidemment, tant qu'on ne les a pas lues. J'en parle ça dans la précédente vidéo, vers laquelle je vous renvoie bien évidemment. Donc je disais, je lis l'intro pour avoir le consensus, le contexte, je lis aussi la discussion-conclusion, pour voir s'il y a des opinions divergentes, pour voir les limites, etc. Le reste, ce qui est matériaux, méthodes et résultats, je les lis que si ce dont je parle est vraiment, si c'est vraiment le résultat de cette étude que je vais exploiter moi. Sinon, je lis essentiellement les articles pour l'introduction et la discussion. Mais tout ça, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, le lien est en description. Grosso modo, si je fais simple, je lis tout l'article si j'ai besoin des résultats de l'article et je picore si je cherche une information qui est a priori un peu plus consensuelle. Et souvent, dans mes recherches, il y a un article, je vais voir que il a pris le dessus sur les autres. Par exemple, celui-là est devenu assez important dans ma recherche sur l'IMC. Et donc là, un autre outil que j'utilise, c'est Altmetrics. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher cet article-là sur Google Scholar, je vais sur sa page, et là, je vais utiliser un raccourci que j'ai qui s'appelle Altmetrics, c'est moi qui l'ai fait. Ça me fait apparaître ces choses-là, et on voit qu'il a 1371, je sais pas si c'est des citations, quel est exactement le nombre, en tout cas c'est énorme, 1371. Quand on clique dessus, c'est là qu'on va pouvoir voir, ok, cet article a été cité énormément aux États-Unis, un peu au Canada, pas du tout en France, un peu en Australie, grosso modo dans les pays un peu anglophones. Et puis là, je vais aller voir les nouvelles. Quels sont les articles de presse qui ont utilisé cet article-là. Et là, je vois un petit peu comment est-ce que l'article a été médiatisé. Donc, en général, je m'en sers surtout comme info supplémentaire pour voir comment ce sujet a été traité par les médias, s'il y a eu du conflit, s'il y a eu de la controverse là-dessus. Et des fois, ça m'amène à des articles de presse, ici, qui sont super intéressants et qui ont un regard critique qui peut être intéressant sur le sujet. Donc ça peut amener là-dessus. Donc vous voyez, il y a aussi des blogs, il y a aussi Twitter, il y a aussi Facebook. Là, on est sur un article qui a énormément de Altmetrics. L'essentiel des articles que je regarde ont très peu de données qui leur sont associées. Mais c'est quelque chose qui peut être utile. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, évidemment. C'est pour ça que je vous détaille pas comment est-ce que je fais mon petit raccourci ici. C'est dans la description. J'ai aussi découvert un autre outil que je trouve vraiment intéressant, et c'est très récent que je l'utilise. Ça s'appelle Research Rabbit. Alors, je vais pas en parler très longtemps parce que, me semble-t-il, il est réservé aux personnes qui ont une adresse mail académique, donc qui travaillent dans le monde de la recherche. J'ai la chance d'en avoir une qui soit active, parce que j'enseigne à l'université.
mais je me doute que ça vous concerne pas tous, donc je vais vite. J'utilise cet outil probablement à 1% de ses, de ses capacités, mais je vous montre un petit peu comment j'utilise, mais vraiment c'est plus large que ça. Donc là par exemple pour l'IMC, je suis venue importer un article, donc juste via le titre, hein, j'ai pas eu besoin d'importer le PDF, et ce qui m'intéresse c'est d'avoir ce genre de graphe. Voilà, ce genre de graphe, ça montre, donc en vert c'est tous les articles qui sont déjà dans la bibliothèque que j'ai déjà rentré ici, et en bleu c'est les articles que je suis pas allée chercher. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir les connexions entre chaque. Et la taille des bulles a aussi une importance. Et donc comme ça, en juste une vision des choses, je suis capable de voir s'il y a un article que j'ai loupé qui aurait été vraiment intéressant. Je vois aussi à quel point c'est étendu, à quel point il y a beaucoup d'articles. Donc ça, c'est tous les articles qui se référencent, où il y a des citations, etc. Donc c'est super intéressant d'aller voir un article en particulier. Par exemple, hop, celui-là, celui que j'aimais beaucoup. Je vois tous ceux qui l'ont cité, donc on a tous ces articles-là, et donc je peux aller voir des articles plus récents. Ok, je voudrais un article qui date, si possible, de l'année dernière ou l'année d'avant, voir à quel point ça a évolué depuis le consensus, entre guillemets, de 2016. Bon, j'en vois un de 2019, Parental Warm, ça m'intéresse pas. Et donc là, je peux voir lesquels vont m'intéresser. Je clique dessus, je le fais ajouter à ma collection, et puis il vient, comme ça, rajouter des données. Donc, je sais que c'est flou ce que je vous montre, mais c'est un outil que j'utilise de plus en plus, et je pense que si je l'avais eu en recherche, quand je faisais la recherche, ça aurait été génialissime. Donc très bel outil à découvrir. Ah oui, et puis pour l'instant, j'ai pas de connexion entre ce ResearchRabbit et mon gestionnaire de citation, mais je vois qu'ils ont une connexion possible avec Zotero, et donc là j'imagine la puissance du truc là de combiner les deux, ça doit être vraiment génial. Ça me donnerait envie de passer à Zotero rien que pour arriver à relier ces deux outils là. Voilà, vous avez donc tous les outils que j'utilise. Google Scholar pour trouver les articles avec la petite ruse secrète que je vous laisse indiquer en commentaire et ô combien utile. Un gestionnaire de citations. N'hésitez pas à proposer d'autres gestionnaires en commentaire en précisant pourquoi ils sont bien ou non. Altmetrics pour avoir un regard un peu différent sur les articles de recherche. Et ResearchRabbit, un outil que j'utilise pas encore assez, mais c'est puissant. Voilà, j'espère que certains de ces outils pourront vous être utiles. Il manque un gros pan à ma recherche, qui est l'aspect veille scientifique. C'est parce que je n'en fais pas. Je suis pas journaliste et je m'intéresse pas à l'actualité scientifique, ce qui est sans doute un tort, mais bon, on n'a qu'à dire qu'il faut tout pour faire un monde. Mais bref, sachez qu'il manque quand même un pan quoi, qui peut être important pour beaucoup de personnes. Je me considère comme étant en auto-formation permanente, alors n'hésitez pas à indiquer vos outils à vous en commentaire, comme ça moi aussi je pourrais vous piquer vos bonnes idées, et puis on se retrouve la prochaine fois. Non, j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Les vidéos, pour moi, c'est toujours plus facile de partir de vos questions parce que l'écriture est plus riche, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui reçoit l'information après. Donc n'hésitez pas à poser des questions, ça m'aide beaucoup à créer ce genre de vidéos. Je vous remercie, on se retrouve la prochaine fois.